En 1984, le peintre autodidacte Jean-Yves Guindon quittait son emploi de directeur de l'aéroport de Gatineau afin de vivre de son art. C'est 4 ans plus tard, soit en 1988, que son rêve devient réalité. Après plus de 5000 tableaux et 40 ans de carrière, le peintre originaire de Buckingham a amassé prix et reconnaissance autant de ses pairs que du public. Aujourd'hui, il crée et expose dans sa galerie privée de Saint-André-à-Flin. Bienvenue tout le monde à l'informel. Sylvain Caron qui prend la place de Jean-François Joannis cette semaine pour recevoir Jean-Yves Guindon. Monsieur Guindon. Oui, Sylvain. J'ai lu votre histoire et c'est absolument fascinant de voir à quel point vous êtes parti d'un point qui n'était pas vraiment destiné à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Puis, c'est d'un fascinant parce que au départ, on va se tutoyer. Oui. Tu me disais que tu étais diplômé en loisirs. Oui, récréologie, Collège Algonquin, en loisir. Mais c'était pas ça mon but initial. Mon but initial, je voulais aller au Collège Algonquin en art plastique. En art appliqué. Je voulais devenir un artiste parce que ça faisait, moi, depuis l'âge de 4-5 ans que je dessinais. Puis c'est ça, là, j'ai fait le tour de Buckingham tantôt, j'avais 5 minutes à perdre, puis j'ai été voir où je demeurais quand j'avais 5-6 ans. Puis je me souviens pertinemment bien où ce que je dessinais, là, les paysages qui m'influençaient. Alors, c'est depuis ma jeunesse. Donc, je voulais aller en art plastique. Mais avant d'aller au Collège Algonquin, je voulais aller au cégep, mais il n'y avait pas de cours. Il y avait une bibliothéconomie. J'ai essayé ça, mais c'était pas ça, là. Puis, je me suis ramassé au Collège Algonquin. Puis, le cours était plus disponible. Alors, au lieu de perdre à nouveau mon année, puis j'avais perdu une déjà au cégep, puis j'ai décidé d'aller en récréologie. Puis là, mais j'avais un diplôme en récréologie. J'ai été directeur de la Basse-Ville, le centre communautaire de la Basse-Ville qui n'existe plus maintenant à Ottawa. Mais on m'a muté au Côte-de-Sable, le Sandy Hill, le centre communautaire Sandy Hill, pendant 1 an. J'ai plus ou moins aimé ça. J'ai fait l'application pour la Société d'aménagement de l'Outaouais, qui n'existe plus aujourd'hui. Puis là, on m'a donné un poste de commis au Lac-Beauchamp. Ça a commencé comme ça. Puis graduellement, on m'a muté au Lac-Limay, le nouveau pavillon du Lac-Limay, comme directeur. Alors là, j'étais beaucoup plus heureux. Évidemment, c'était des horaires libres. J'étais dans la forêt, sur le bord d'un lac. C'était incroyable. Mm-hmm. Mais l'été, j'avais embauché beaucoup d'employés et travaillé très fort l'été et l'hiver surtout. Et là, de fil en aiguille, j'ai été directeur des 2 centres touristiques, Limay et Beauchamp, parce que supposément, je faisais un bon emploi. Puis, j'étais quand même relativement bien, mais beaucoup de personnel. Là. À la Saint-Jean-Baptiste, là, on parle d'embaucher pendant juste une semaine, là, 100 à 125 personnes. Là. En une semaine? En une semaine, parce que la Saint-Jean-Baptiste, c'était ça, là. C'était un gros événement où, les compétitions de ski nautique Can-Am au Lac-Limay, sous Antoine Grégoire, il fallait que j'embauche beaucoup de personnel en peu de temps. Donc, c'était très stressant. Mais moi, pendant ce temps-là, je peignais toujours. Là. Je dessinais toujours, je peignais toujours. C'était ça mon rêve, c'était ça ma passion. Les fins de semaine, je faisais ça quand j'avais des fins de semaine de libre. Et de fil en aiguille encore, la Société d'aménagement de l'Outaouais me dit on va te promouvoir plus haut parce que t'es bon. Je dis, écoute, l'aéroport de Gatineau, directeur de l'aéroport de Gatineau, mais quand même, il faut le faire. Pas de formation en aéronautique. Mais une formation en administration avec quand même les 6-7 ans que j'avais passé à la Société d'aménagement de l'Outaouais à faire de gestion. Donc, ça a bien fonctionné. Ça a bien été pendant 2 ans, sauf que je n'étais pas heureux. Évidemment, c'est pas quelque chose quand on n'est pas né pour faire ça. On se retrouve dans surtout que tu n'as pas de formation. Est-ce qu'il en fallait une? Une formation, en gestion, tu peux gérer n'importe quoi. En administration, là, quand tu connais les bases là, de gestion, tu peux facilement opérer ça. Sauf qu'il y avait des problématiques assez grosses, dans le sens que lorsqu'il y a une piste d'atterrissage, il faut qu'elle soit déblayée avant que les avions arrivent. C'est un gros contrat. Là. C'est un stress aussi intense. Oui, c'est ça. Les avions, quand ils arrivent la nuit, aussi, tu es sur une pagette, puis il est arrivé une fois qu'un avion, sa roue ne sortait pas. Donc, tu fais le tour pour épuiser ta gasoline, puis là, mes pompiers sortent, puis là, il faut que tu aies une formation en pompier. C'est ça le stress continuellement, où j'étais mis à l'épreuve continuellement pendant 2 ans. Puis à un moment donné, je me suis choqué. Je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. On a eu des gros lacs à l'épaule avec ma conjointe, parce qu'on avait des enfants en bas âge, une hypothèque, tout ça. Ça prend un revenu qui rentre, puis on s'entend. Puis j'étais quand même assez bien payé, là. Il fallait un revenu qui rentre. J'avais une hypothèque assez jeune aussi. Donc, là, j'ai décidé tout simplement de démissionner, ce qu'on m'a refusé comme démission, parce qu'on a dit, on veut que tu continues. Mais on m'a muté au siège social sur la rue Laurier à Hull. Ça ne marchait pas.
Alors, j'ai acheté avec ma conjointe une petite boutique. C'était une boutique d'artisanat, boulevard Saint-Joseph. Puis on a acheté ça. Un mois après, j'étais en train de gérer ça. Avec mes aquarelles que j'avais déjà peint longtemps, j'ai mis ça sur mes murs. Alors, c'est sûr, moi, je tombais là d'un emploi comme directeur de l'aéroport de Gatineau avec une vingtaine d'employés, des compagnies d'aviation, puis le déneigement, tout ça, à un petit commerce de 100 pieds par 50 pieds où c'est moi qui gère mon propre temps. Là, c'était très facile. Alors, je savais comment opérer ça. Je savais comment faire du marketing. Là. J'avais appris ça, moi. J'avais appris comment gérer des finances, comment faire la promotion de mon art. Alors, je me suis tout simplement vendu. Je me suis vendu parce que j'avais tous les tableaux déjà sur mes murs prêts. Puis là, ça a commencé tout de suite à sortir mes tableaux. Puis, quand on se dit, bon, on devient artiste à temps plein, ça prend quand même une certaine renommée. Il faut bâtir cette renommée-là. Il faut qu'il y ait du monde aussi en arrière qui croit en nous là, pour être capable de réussir. Oui, il faut la bâtir. Mais c'est ça que j'étais assez bon à l'intérieur de ça, c'est que je pouvais faire ma mise en marché. Puis pour ça, ben c'était de ramasser des adresses. Dans ce temps-là, c'était même pas les courriels, là, en 84. Là. On ramassait des adresses à chaque personne qui venait chez nous, dans mon magasin, à venir visiter, même pas nécessairement à venir acheter, si tu ramasses des informations. Puis lorsque tu fais une exposition, je faisais un vernissage à la galerie, bon, ben tu invites les gens, puis de fil en aiguille, tu te bâtis une clientèle comme ça, tu parles aux gens, c'est une façon de... Parce que beaucoup d'artistes sont dans leur studio puis ils n'osent pas sortir, mais moi, j'avais déjà fait une carrière, si tu veux, Vous aviez certains contacts aussi, j'imagine? Oui, beaucoup de contacts. J'avais fait de la télévision aussi, parce que comme directeur, j'avais beaucoup d'entrevues sur les Lariofêtes puis des choses comme ça. T'en as déjà fait une, d'ailleurs, ici même en studio, avec le regretté Michel Pilote. C'est ça que je vérifiais, il y a 10 ans de ça. Déjà, 2011, oui, ça fait 10 ans. Wow. Oui. Ah oui, c'était très intéressant, c'est sûr. Michel, il aimait beaucoup les arts. Michel, il est venu me voir souvent aussi, puis il m'a apprécié beaucoup mes tableaux. Mais tu as été aussi animateur, tu disais? J'étais animateur, c'est-à-dire, moi, ma première emploi de tout, c'était avant la Société d'aménagement de l'Outaouais, j'étais au Canal 2, moi, Vidéotron, j'étais animateur de télévision, caméraman, tout ça. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aime les studios. Moi, quand je suis rentré ici, je regarde les caméras, puis ça me rappelle évidemment assez longtemps, là, mais j'aime ça, moi, comment bâtir une émission de télévision. J'ai déjà fait ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile avec l'informatique. Oui. C'est moins... je parlais, moi, j'ai étudié en communication, puis on faisait du montage, mais avec 2 VHS. Oui. Et puis ça, il fallait que tu tiennes compte... du minutage. Du minutage. Et puis, c'était difficile d'arriver comme on dit en anglais, au frame, là, à l'image précise, parce que, bon, il y a quand même des roulettes, puis là, le ruban, il fallait compenser, puis ça, c'était beaucoup plus facile. Au Canal 2, je me souviens très bien, j'étais responsable de regarder les chiffres ou la roulette, puis à un moment donné, j'avais passé, puis l'émission continuait, puis... J'avais passé par-dessus, puis là, j'avais été sermonné pas mal par mon directeur, là, je me souviens. Parce que c'était 2 VCR dans ce temps-là. Oui, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on met ça, on prend un fichier, on le module comme on veut, puis on fait des effets spéciaux, tout ça à l'aide d'un ordinateur. Exactement. Mais c'est une belle époque d'apprendre ça, par exemple, parce qu'on avait... Tu avais de la liberté quand même aussi à faire ça. Là, je comprends. C'est très intéressant. C'est un de mes meilleurs emplois que j'ai eu, ça. J'ai beaucoup aimé ça. Oui. Donc, après ça, on se ramasse... On dit, OK, là, il faut que je vive. Bon, tu le dis, tu as une hypothèque, des jeunes enfants. Tu dis qu'en 88, c'est vraiment là que ça a commencé à dire, OK, on peut vraiment là, mettre l'accent là-dessus puis dire, on part une carrière. Oui, c'est en 84 qu'on a acheté le commerce. Puis aussi, c'est drôle parce que le temps que moi, que j'opérais ce commerce-là, qui commençait à quand même à marcher très, très bien, ma conjointe s'est acheté un autre commerce, qui était une animalerie, la Forêt Verte. On avait parti ça il y a 15 ans passés, au début, lorsqu'on était jeune, puis on l'a repris finalement de ses parents qui commençaient à être un petit peu fatigués. Donc, elle opérait un commerce, la Forêt Verte, presque 60 heures par semaine, et moi, j'opérais ma galerie 60 heures par semaine. Alors ça, l'année 84 pour nous était déterminante parce que c'était l'avènement de 2 commerces, mais aussi la démission d'un poste très rémunérateur. Puis, on a réussi à élever des enfants, à avoir des enfants malgré tout ça. Puis c'était une année très intéressante aussi parce que c'était personnel, c'était des choses personnelles.
on faisait de l'argent, puis c'était nous autres qui le faisaient. Puis si tu le faisais pas, c'était notre faute. C'était pas question de gouvernement ou de la direction générale. Là. Si tu arrivais pas, c'était ta faute. Donc, on prenait les moyens, on prenait tous les moyens nécessaires pour arriver. Puis graduellement, de 84 à 88, mon commerce m'a été très bien. Donc, on a vendu le côté... on a essayé de vendre le côté de la forêt verte. On n'a pas réussi à le vendre. Donc, on a liquidé ça graduellement. OK. Puis c'est là que ça a parti après ça, moi, ma carrière, là, en 88. Parce que là, je voyais aussi, il y a beaucoup... t'es vraiment dans l'aide caritative. Il y a beaucoup de tableaux qui sont donnés ici et là pour des encans, pour venir à avoir des fonds pour certaines... je pense même, si je ne me trompe pas, le Monarque, il y a... La maison M. Froment-Savoie, surtout, c'est une grosse cause que j'endosse, oui. Puis, on se retrouve à donner ces tableaux-là pour des encans. Donc, c'est sûr que ça, dans la communauté ici, ça paraît. Donc, on en parle dans les journaux, on en parle à la télé, oui. on voit. Donc, ça a aidé, j'imagine, à être capable de se faire une renommée, de se bâtir quelque chose. Oui, mais en 88... Premièrement, moi, je fais 100 tableaux par année. C'était ma moyenne. Je peins 100 tableaux par année. Puis, en 88, j'en vendais beaucoup à ma galerie. Puis, mais dans ce temps-là, je ne faisais pas d'événements caritatifs. Je n'en donnais pas de tableaux. Moi, il fallait que je vive. Oui, c'était vraiment un point que les gens me demandaient des choses, me disaient, mais je suis en train de bâtir ma carrière, on verra plus tard. Puis c'est en 90 qu'on a déménagé, nous autres, à Saint-André-Avelin, de Gatineau à Saint-André-Avelin. Puis on a parti les expositions champêtres. Là. C'est là que ça a commencé. J'ai exposé en Europe. Avant ça, tout de suite, pendant cette période-là, 90-92, j'ai exposé en Europe, à Bruxelles, en Luxembourg. Puis j'avais à produire 100 tableaux par année pour eux autres. Ils achetaient tout au complet. Mm-hmm. Puis j'avais à produire pour ma galerie d'art. Puis aussi, j'étais représenté par des expositions mobiles, si tu veux, comme il y avait l'art de l'Outaouais qui était très, très fort en ce temps-là. Donc, il fallait que je produise au moins 200 à 225 tableaux par année, dans les années 88 et 90. Ouais. C'est une commande, là. On s'entend. Bien, ça, c'était 11 mois par année. Là. C'était 11 mois par année, 7 jours par semaine. Puis c'est de même que j'ai réussi à me faire connaître, finalement. Mm-hmm. Puis graduellement, là, je donnais des cours en plus. J'ai donné 700-800 cours en plus de ça. Mais il fallait que je rationalise tout ça. À mesure que mon art prenait de l'ampleur et que je vendais des originaux, je délaissais certaines choses, comme j'ai abandonné l'exposition en Europe. J'avais d'autres suites, mais j'ai abandonné. J'ai abandonné aussi les expositions à l'extérieur. Les galeries d'art qui me demandaient, j'ai abandonné ça pour me concentrer sur ma galerie à moi, que j'ai déménagé quand même en passant 2-3 fois à Gatineau, là, et mon exposition champêtre. Lorsque mon exposition champêtre a commencé à fonctionner très bien de 90 à 93, ça marchait tellement bien. Dans 9 jours, il y avait peut-être 1000 personnes qui passaient et je vendais mon 100 tableaux à cette période-là. Là, c'est là que j'ai fermé ma galerie d'art à Gatineau. Alors, vois-tu, c'est tout un processus, c'est tout une façon d'opérer, de savoir où est-ce qu'on s'en va, mais c'est que ça a toujours été comme ça. Puis graduellement, sur Sainte-Madeleine, là, j'étais heureux. J'étais sur une terre de 72 acres, entièrement libre. Je peignais des tableaux et je faisais une exposition l'été qui durait 9 jours. Je veux dire, j'étais libre le restant du temps, là, mais évidemment, j'avais une discipline. Il faut en avoir une. Oui, parce qu'il n'y a pas personne qui dit quoi faire, là. Mais c'est que j'étais entièrement libre de faire ce que je voulais parce que mon revenu rentrait 9 jours par année. Alors, tu peux t'imaginer, évidemment, après ça, au niveau budgétaire, il fallait que tu répartisses ça durant l'année parce qu'avant... Pas partir en fou après, là. Ben non, parce que là, tu avais 10 mois, 11 mois à opérer avec ça. Puis c'est là que les événements caritatifs ont commencé à m'approcher. Les organismes, puis les organismes communautaires. Puis là, bien, étant donné que je vivais de mon art, heureux, là, tu dis, OK, là, je suis prêt, tu sais. Puis aujourd'hui, pas cette année à cause de la pandémie, mais j'en ai une vingtaine par année au moins. Des galas, des soupers, des balles. Puis là, ils vendent le tableau qui peut partir le double, même parfois le triple de sa valeur. Et moi, je donne 100% du tableau, mais ça va à l'organisme. Alors, je suis assez sollicité parce que le tableau, il est encore... Parce que ça, on n'a pas parlé...
Moi, je fais un tableau réaliste. C'est du réaliste, c'est de la nature. Les gens sont proches de ça. Les gens s'associent à ça, sont très proches de ça. Alors, les gens aussi, pendant les événements caritatifs, quand ils ont un encan, ils misent sur ça, puis ils peuvent aller tripler pour l'avoir. Là. C'est intéressant pour l'organisme. Mais là, j'écoute là, le nombre de choses qui a été que tu as dû faire à un moment donné. Est-ce que tu penses que justement d'avoir été autodidacte, il a fallu que tu en fasses plus que quelqu'un qui aurait eu un cours, par exemple? Oui, il fallait que je me prouve un peu plus. Mais c'est que c'était pas à la guilde des universitaires, il fallait que je me prouve. C'était plus ça, là. Moi, j'avais lâché l'école, j'avais lâché les institutions, j'avais lâché les emplois formels. Il fallait que je me prouve au niveau de la clientèle. Puis cette clientèle-là, c'est pas une élite de clientèle de collectionneurs de galeries, là. C'est pas ça, là. Moi, c'est les gens, là. Les gens qui me voient puis qui tombent en amour avec un tableau puis qui ont pleuré, là, puis qui pleurent. Je n'ai vu combien de fois qui ont pleuré devant un tableau parce que ça leur rappelait quelque chose. J'ai fait dans ma jeunesse et j'ai remporté mon premier prix, moi, en 67, en faisant de l'abstraction. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste m'exprimer, parce que dans ce temps-là, dans les années 67, je lisais beaucoup sur Picasso, puis sur Dali, puis tout ça. Je n'ai fait, j'ai exposé de ces tableaux-là, j'en vendais pas, puis à un moment donné, je me suis dit, ben moi, c'est la nature que j'aime, parce que mon père, quand il m'amenait à la chasse, lui, il me faisait prendre conscience de la beauté de la nature. On se levait à 5 heures, 4 heures, puis on allait à la pêche, à la chasse. Moi, j'ai vu ça, puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Une caméra ne suffisait pas, là. Parce qu'une caméra, c'est assez tacite, c'est what you see, c'est what you get. Puis moi, c'était pas ça que je voulais avoir. Je voulais créer. Donc, c'est tout cet apprentissage-là qui a fait que j'ai fait, finalement, ce que j'aimais. Puis j'ai été assez constant avec moi-même, qui est la nature. Puis les gens ont embarqué à 100 000 $ là-dedans. Puis j'aime beaucoup faire des maisons aussi, du patrimoine. Je fais beaucoup de recherches patrimoniales. Donc, les gens aussi s'identifient à un lieu. Donc, c'est pour ça aussi que ça roule terriblement. Souvent, les lieux, sont disparus aujourd'hui. Oui. Les anciennes maisons du temps. Puis, justement, on parle de photo. La photo, c'est, comme on dit, c'est ce que la photo représente. Tandis que là, à partir d'une photo, ben là, on peut se lâcher lousse puis donner lieu à sa créativité. Exactement. Mais je me demande, là, on peint des tableaux, mais sans tableau, il faut trouver une inspiration. Il ne faut pas être redondant non plus. Non, c'est ça. Non, mais je suis rendu à 5000 tableaux. Évidemment, il y a des thèmes que j'apprivoise, j'apprécie, j'aime. Donc, j'ai répété ça, mais sans jamais répéter la même composition, la même couleur, la même saison. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Là. Tu vas prendre un sujet, puis tu peux le peindre 100 fois. Puis ça ne sera jamais la même chose. Mais j'ai réussi à trouver tous des sujets différents, assez ironique que c'est, mais c'est que je vois des choses. La vision de l'artiste, en tout cas, c'est de l'entraînement. C'est quand tu fais ça pendant 50 ans, tu vois les choses qui se transforment. Puis si tu as un paysage, tu imagines même des choses, tu enlèves telle affaire, tu mets telle affaire à l'intérieur, puis à un moment donné, tu fais un croquis, parce que c'est le même que je pars. Puis je pars avec l'idée, le visuel, je fais un croquis. Lorsque je fais le croquis, je l'applique sur ma feuille que j'ai déjà préparée, et après ça, je fais le tableau. Donc, il y a 4 grosses affaires là-dedans. Ma vision change quand je le vois. Mon croquis, il modifie ma vision que j'ai faite. Quand je le mets sur ma feuille, ça change aussi. Et l'improvisation quand tu peins le tableau en aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est pas de la peinture à l'huile, là, c'est pas de l'acrylique. L'aquarelle, c'est instinctif. Tu mouilles toute ta feuille et tu lances le pigment, puis tu ne sais pas comment ça va tourner. Donc, c'est ça aussi qui est l'improbable à la fin de tout. Donc, tout ça fait que ce que j'ai vu et ce que je peins, c'est plus la même chose. C'est Christian, comment il s'appelle dans son... l'autre aquarelliste là, qui fait des livres, Christian. Il y a Christian Quesnel. Quesnel, c'est ça. Oui. Qui disait justement, l'aquarelle, c'est ça, on laisse la couleur travailler. Oui. On laisse l'impression se faire. Donc,
on peut partir avec une idée, puis ça donnera pas ça. Mais j'aime bien partir avec une idée. J'aime bien, je sais ce que je veux faire, là, parce que j'ai déjà expérimenté de faire de l'abstraction complètement, c'est-à-dire où tu mouilles ta feuille, tu mets de la couleur, puis après ça, comme j'ai vu souvent des artistes, tu tournes ta feuille de bord 4-5 fois, puis là, tu vois des choses, puis là, tu les travailles en négatif, parce que c'est une technique, ça. Mais ça, j'aime moins ça. Moi, j'aime bien partir avec une idée assez précise, mais elle se transforme tellement que, comme je dis, je peux la refaire après ça, le même tableau 5-6 fois, ça ne sera jamais pareil. Donc, c'est ça qui est la beauté de l'aquarelle, parce que aussi, tu improvises tout le temps. Bien, c'est ça aussi. On peut faire, comme on dit, une variation sur le même thème. Oui, absolument. Mais les gens, quand ils rentrent dans ta boutique et puis ils regardent ça, qu'est-ce qui... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils allument. As-tu remarqué qu'il y avait une chose en particulier qu'ils aimaient, un type de tableau qui disait « Ah, ça, tout le monde focus là-dessus, sur ce tableau-là. » Pas nécessairement un genre de tableau, mais c'est que l'aquarelle comme telle, c'est assez spécial parce que ça crée des atmosphères très rapidement et c'est très émotif. Si moi, je le peins émotivement avec mes émotions, ça va transparaître dans le tableau lorsque tu vas le mettre sur le mur. Les gens communiquent avec ça. Un tableau parce que j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la peinture à l'huile, j'ai tout fait ça avant de l'aquarelle, c'est que lorsque c'est trop plaqué, il y a moins d'émotion. Alors, lorsque tu mouilles toute ta feuille et tu mets de la couleur, tu as tout de suite une atmosphère. Comme moi, les couchers de soleil que je voyais quand j'étais jeune, là. Mais c'est ça. C'est que tu mouilles toute ta feuille puis tu mets de la couleur. Là. Il y en a partout du rouge et il y en a partout dans les arbres. Ça se reflète partout. Ensuite, tu retravailles ça à mesure que ta feuille elle sèche. Mais c'est ça. L'été, c'est des verts. Il y a 40 sortes de verts sur une palette. Moi, j'utilise seulement un vert sur ma palette. Mais en mélangeant du bleu et du jaune dedans, tu peux avoir 40 tons différents. Donc, l'été, si je peins des tableaux d'été, c'est vert. Bon, alors, je commence ma palette avec du vert, du jaune et un peu de brun, tout ça. Et là, ça joue. Quand ça tombe sur le papier, c'est jamais la même chose. C'est ça, les atmosphères. Puis c'est ça que les gens communiquent. Parce qu'il y en a beaucoup qui adorent l'hiver. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais il y en a beaucoup qui adorent l'hiver. La particularité d'un tableau d'hiver, c'est que moi, je ne peins jamais avec du blanc. Oh, okay. C'est le papier qui est blanc. Ah. Alors, il faut que je contourne ça. Moi, si je perds ma blancheur, ma couleur de blanc, je gâche mon tableau. Il faut que je recommence. Au début, quand j'ai commencé, j'en gâchais peut-être 2-3 par année. Puis c'était quand même bon. Là. Bon, aujourd'hui, j'en gâche plus du tout parce que je suis capable de récupérer ça, parce que je suis capable de le rediriger en le retravaillant. Alors, en n'en peignant pas avec du blanc, c'est que c'est problématique, mais ça donne une fraîcheur parce que il n'y a pas de... Il n'y a aucune épaisseur, c'est la transparence pure. C'est ça l'aquarelle. Il faut chercher la transparence. Donc, ayant pas de blanc avec le papier, et en mouillant la feuille, c'est que ton pigment roule, il tourne, il s'en va, imbibe dans le papier. Puis lorsque la lumière frappe le pigment, ça nous rebondit. Les gens le voient, ça. C'est pas plaqué, là. Il n'y a pas de l'ombrage, à un moment donné, même d'une lumière sur de l'huile qui est surélevée. Là. C'est pas ça du tout. C'est vraiment trois dimensions, l'aquarelle, sur une surface très planche. Puis les gens communiquent avec ça. Ensuite, il y a le deuxième effet, pourquoi que les gens communiquent, c'est parce que ça leur rappelle quelque chose. On a tous des souvenirs à l'intérieur de soi. J'ai vu un homme, là, il y a 2 ans, qui est arrivé devant un tableau, un de mes plus gros tableaux, là, puis pleurer comme un enfant, là, puis sa femme a dit « Qu'est-ce qu'il y a? » là? Elle ne savait même pas, elle. Évidemment. Mais j'avais peint sans le savoir, sans le savoir, non, parce que j'avais peint sa maison d'enfance. Sa ferme d'enfance, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais moi, j'avais pris des photos, là, peut-être à 40 ans, et j'ai fait le tableau en réinventant des choses dedans. Puis quand il est arrivé devant ce tableau-là, il pleurait. Il dit « Ben de valeur, il faut que je parte avec ça. Je ne peux pas le laisser là. Parce que c'était trop fort. » Puis ça, j'ai beaucoup d'histoires comme ça. Au début, je ne comprenais pas nécessairement. Parce que, étant donné que je le fais par instinct, et je suis autodidacte, je ne comprenais pas comment est-ce qu'une feuille de papier peut rejoindre autant les gens. Mais si tu comprends comment qu'une chanson peut rejoindre les émotions, ben tu peux comprendre comment qu'un papier, comment que des couleurs, comment qu'un thème peut rejoindre aussi les gens. Ça devient pratiquement... Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aller vers essayer de créer quelque chose chez les gens plus que laisser libre cours à son imagination?
J'ai beaucoup de commandes dans une année, ce qui fait que ça, oui, c'est plus difficile pour moi, là. Les gens font part des émotions avant que je peigne le tableau. Alors, moi, il faut que je prenne beaucoup de notes. J'écris tout ce qu'ils pensent. Je leur demande des références. Je m'assure de faire un croquis et de leur soumettre par Internet pour dire, par courriel, pour dire si tu veux vraiment ça que tu vois. C'est toujours un croquis noir et blanc. Puis je leur dis, mais là, la chance que tu vas me donner maintenant, c'est que la couleur, c'est moi qui vais la décider. Par contre, tu vas me dire si tu vas avoir un thème d'automne ou un thème de printemps ou un thème d'hiver. Ça joue beaucoup. Mais le croquis, d'habitude, les gens vont dire, oh oui, c'est ça. On le fait comme ça. Parce que j'opère habituellement avec 2-3 photographies. Okay. Puis je suis capable de composer un tableau à partir de 2-3 thèmes, 2-3 éléments dans chaque photographie. Puis lorsque le client me dit oui, je pars avec ça. Mais ça, c'est peut-être juste 5-6 commandes par année. J'appelle ça des commandes, là, où c'est plus difficile à faire. Je suis un peu plus, moins instinctif, plus stressé un peu plus. Comme là, tantôt, je m'en vais en porter 2 à des clients. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Ils l'ont pas vu. Ils ont vu le croquis, mais ils n'ont pas vu l'original. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Ça me stresse. Mais d'habitude, d'habitude, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Parce que justement, les gens s'attendent surtout quand c'est une commande avec quelque chose de bien précis, ils s'attendent à voir le résultat. Le croquis le donne quand même. Oui. C'est ça. Mais c'est ça. Mais il ne peut pas avoir d'une grande différence du croquis à aller jusqu'à l'original. Non. Surtout s'il me donne, je vais avoir un paysage d'été, ben bon, c'est du vert et du jaune. Là, ils vont s'attendre à ça. Là, mais c'est quand même lorsque je l'encadre, parce que je fais aussi tous mes encadrements depuis presque 30 ans. Mon fils l'a fait aussi une secousse pour moi parce que j'étais trop occupé. Mais quand je les encadre, je les vois différemment aussi, mes tableaux. Et lorsque je les place sur le mur, je les vois différemment. Je les regarde dans un miroir aussi en envers où je le vois complètement différent. Lorsque je peins, je fais ça peut-être une dizaine de fois pendant que je peins. Je regarde mon tableau en envers, de la progression, et mon cerveau, j'opère avec le côté droit, là, qui est la créativité, puis le côté gauche, la logique, me dit si c'est ça quand je le regarde dans un miroir, puis je peux me corriger à mesure que j'avance. Je fais ça aussi lorsque j'expose mes tableaux. Je mets un thème, si tu veux, sur ma galerie, puis après ça, je regarde dans un miroir ce que ça donne au niveau équilibre, au niveau tout ça. Je fonctionne avec les 2 hémisphères, là. Bien, en tout cas, nous, c'est la fin de la première... Déjà la fin de la première demi-heure. Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui nous a écoutés sur Ma TV Outaouais ou sur TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle qu'on est disponible sur YouTube, ainsi que l'audio sur SoundCloud, Spotify et aussi Apple Music. Donc, merci d'avoir été là. Et puis, nous, on continue avec Jean-Yves Guindon. On parlait avant bon, le fils a aidé, tout ça. La famille aussi, c'est important dans ça, parce que quand on veut vivre de ça, bon, outre la conjointe, à un moment donné, il y a des enfants aussi qui suivent. Là. Quand on a des tournées, c'est ça, les enfants ont quand même... Est-ce qu'ils suivaient à l'époque ou oui, bien c'est ça que je suis plus fier, c'est de ma famille, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires où les artistes qui partent sur une expérience ne reviennent pas. Là. Oui. Moi, où je suis plus fier, c'est que j'ai deux excellents gars qui sont en art en plus, mais c'est un art différent du mien qui est du pinceau. C'est de l'informatique, là. Ils peignent, ils inventent des programmes, là. Ma conjointe qui me supporte à 100% continuellement, qui est aussi très important à dire, c'est qu'à chaque fois que je finis ma semaine, 5-6 tableaux dans ma semaine, c'est qu'elle vient critiquer mes tableaux. Oh oui. Par son œil, je sais si ça passe ou ça passe moins. Lorsqu'elle a des frissons sur les bras, je sais que c'est parce que c'est excellent. Lorsqu'elle me dit « Ah, mais ça, je comprends pas ce que tu veux dire », bon, ben là, je suis capable de rajouter une petite chose dessus. Ma famille, c'est très, très important. Puis même lorsque j'exposais en Europe et tout ça, puis même mon commerce, quand il me prenait beaucoup de temps, on avait des enfants en bas âge. On a quand même réussi, ma conjointe et moi, à souder ça. Et même lorsqu'ils étaient adolescents, même préadolescents, mes enfants nous ont aidés dans les expositions champêtres. Ils nous ont aidés à vendre des T-shirts, à vendre des objets qu'on peignait dessus, parce que moi, il y avait des cartes aussi, tout ça, des reproductions qu'on faisait. Alors, les autres s'occupaient à vendre ça.
Puis c'est comme ça qu'ils ont eu une certaine formation en commerce aussi, finalement, parce que la clientèle, comment recevoir la clientèle, parce que ça, c'est quelque chose aussi à recevoir la clientèle. C'est ça, c'est beau être artiste, c'est beau peindre, mais à un moment donné, si on n'a pas le côté vendeur aussi, le côté administration aussi là-dedans, ben on peut se perdre. Je me suis jamais trouvé un excellent vendeur comme tel. Mon père était vendeur, puis j'ai jamais voulu embarquer là-dedans, mais c'est lorsque tu parles avec passion de quelque chose, c'est là que tu es vendeur. Ben oui. C'est pas à trouver des... Moi, je trouvais pas des façons de comment m'y prendre pour aller chercher un client. Là. Ça n'a jamais été ça. Moi, mes clients qui achetaient, c'est parce qu'ils étaient en amour avec, puis il n'y a jamais un tableau qui est revenu à cause de ça. Mais oui, il faut trouver une façon de comment se présenter en public. Parce que lorsque tu as passé 8 mois en studio, enfermé, c'est comme un écrivain là, qui écrit sa page par jour, là, puis que moi, j'ai bâti, et je bâtis toujours une centaine de tableaux par année. Lorsque je le présente, je suis toujours un peu mal à l'aise. Je suis toujours incertain. Comment est-ce que les gens vont répondre? Même après 32 ans d'exposition champêtre, j'ai toujours ce questionnement-là. Mais aussi, il y a une gêne. C'est-à-dire que si tu as passé 8 mois en studio puis tu as vu peu de monde, lorsque tu reçois dans ta cour 250, 300 personnes à la fois, c'est arrivé souvent, faut que tu prennes le temps. Faut que, dans ce temps-là, on serrait des mains, on souriait. On avait le droit dans ce temps-là. On avait le droit. Là, je ne sais pas, cet été, je fais l'exposition, la 32e exposition champêtre, je ne sais pas si je vais avoir le droit de la faire, mais il semble que l'année passée, il semble comme l'année passée, je vais avoir le droit de le faire parce que les mesures sanitaires sont effectives. Oui, puis la critique la plus difficile, est-ce qu'elle vient du public ou elle vient de votre... de moi-même. Ah, de toi-même? De moi-même. Oui. Je suis très, très critique sur ce que je fais. Je ne laisse jamais passer un tableau que je ne suis pas satisfait. Puis je laisse pas jamais critiquer un tableau par ma conjointe lorsque je l'aime pas. Mais c'est rendu de plus en plus rare parce que c'est une question d'habitude. Dans à peu près 5000 tableaux, tu sais ce que tu veux comme essence. Tu as une pratique technique vraiment, là, tu sais, je suis capable de faire des miracles quasiment en aquarelle. Parce que quand on dit qu'on n'est pas capable de corriger une aquarelle, j'ai toujours pensé ça. Mais depuis une dizaine d'années, je suis capable de changer beaucoup de choses sur une aquarelle maintenant, en préservant la transparence toujours. Mais c'est ça, c'est que j'ai eu beaucoup de reconnaissance aussi dernièrement. Je ne sais pas si j'arrive à une fin de carrière parce que ça m'inquiète un petit peu quand tu as des hommages, là. Mais ça prouve une chose, c'est que j'ai fait le travail qu'il fallait. Je suis très fier de ma carrière, puis... tu sais, depuis ça fait 40 ans que je roule ma bosse, puis ça fonctionne toujours. C'est ça qui m'impressionne. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut dire on plafonne ou les gens sont moins intéressés à ce qu'on fait. C'est ça. Si on reste dans notre art, souvent, ou si on est dans un art qui est plus... des fois, il y a des gens qui vont être plus ciblés à un certain public. Et puis, à un moment donné, ça passe de mode et puis, exactement, ça peut être une mode. L'aquarelle, c'était aussi une mode parce que je me souviens très bien... lorsque j'ai commencé à peindre l'aquarelle en 1983, avec Jacqueline Goujon, on était des centaines là, dans les ateliers de Zoltan Szabo qui venait nous voir, un Américain qui venait donner des ateliers. Puis graduellement, ça s'est épuré. Lorsque j'ai commencé les expositions champêtres aussi, j'en ai compté 32 une année. 32. J'étais le seul à le faire. Il y avait la galerie Lisette Martel à Montebello qui en avait fait une dans sa cour. Mais c'est qu'il y en a eu 32 une année d'exposition champêtre. Puis les artistes, ben c'est pas tout le monde qui avait le temps à l'année de peindre une centaine de tableaux pour cette clientèle-là. Donc, ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est qu'ils s'associaient une dizaine d'artistes ensemble. Chacun présentait 10 tableaux. Puis c'était ça l'exposition. Mais moi, ça a toujours été pendant 32 ans d'exposition champêtre, mais aussi pendant 40 ans de carrière, à présenter des nouveaux tableaux à chaque fois. Parce que aussi, j'avais l'avantage d'être encadreur. Un tableau, tu le décadres, tu le mets de côté, tu le réencadres l'année d'ensuite pour pas que les gens voient toujours la même chose. Parce que ça aussi, faut que tu plaises à ta clientèle. La clientèle, moi, c'est toujours renouvelé. Moi, ma clientèle qui était au début commence à être assez vieillissante. Ils ont beaucoup de tableaux de moi. J'ai même une personne qui en a 42 tableaux de moi. OK. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils n'ont plus de place, là. Ils donnent ça à leurs petits-enfants et leurs enfants. Mais c'est que j'ai eu une clientèle qui s'est développée depuis une dizaine d'années, qui est les 30-35 ans, qui sont assez en moyen, qui connaissent l'art, sont éduqués, puis là, ça roule, là. Alors ça, j'étais un petit peu étonné de ça.
Mais c'est comme des chansons. Si c'est des bonnes chansons, ça vieillit pas. Là. Tu sais, ça plaît à tout le monde. C'est un langage universel. C'est un classique à un moment donné. Ça passe... C'est ça. Puis moi, j'ai des tableaux, évidemment, qui ont été primés, qui ont remporté des prix, qui ont fait beaucoup parler d'eux autres. Mais la majorité, c'est les gens qui l'achètent et qui ne voient jamais ces tableaux-là. Parce que du moment que je fais une exposition, ça part automatiquement. Ça va dans les maisons, ça va tout de suite, c'est ça. Ouais. Les expositions champêtres, moi, j'ai toujours fait un pré-vernissage pour mes collectionneurs. OK. Puis c'est des choses que j'ai vues pendant des dizaines d'années. À mon pré-vernissage, j'avais peut-être une 150 personnes que j'invitais. Ils venaient pas mal toutes. D'habitude, c'est pas ça qui arrive, mais c'est que je permettais aux gens de décrocher sur le tableau, sur la galerie, sur le mur, pour éviter qu'ils se le fassent voler finalement par le prochain qui l'a vu, parce que c'est arrivé souvent. Ah oui. Donc, les gens qui venaient à mon exposition champêtre lors du pré-vernissage décrochaient les tableaux. Ils se promenaient avec des tableaux sous les bras pour passer à la caisse. Et j'ai vu, moi, des dizaines de personnes avec des tableaux là, à la caisse. Mon conjoint qui était là, qui m'aidait beaucoup. Puis, il y a des gens, c'est parce qu'elle a fait voler des tableaux. Pour eux autres, elle a fait voler avant quelqu'un. Puis, je me disais, OK, vous le voyez, vous le prenez, parce qu'il ne sera plus là dans 15 minutes. Là, donc, c'est des choses que j'aurais jamais imaginées, moi, quand j'ai commencé à peindre. Là. Non, puis surtout que, bon, on y va de manière spontanée. Tu sais, en ayant peut-être pas de formation en tant que telle, ben, on n'est pas dans ces milieux-là non plus. C'est ça. On n'est pas dans les grands milieux d'art assez élitistes. Donc, justement, d'aller chercher les gens un par un. Puis oui. Souvent, il y a des artistes peintres, comme il y en a beaucoup ici dans le coin de Buckingham, là, et qui me disent, bon, ben la personne voit, exemple, donner un certain prix sur un tableau, et puis là, boy, c'est cher, tout ça, avoir un original, mais comme il me disait, c'est le temps, puis c'est l'expérience aussi. Exactement. Là. Exactement. Là, les prix, moi, c'est en fonction de mon expérience. Les prix que j'ai remportés, tout ça, les honneurs que j'ai eus, c'est à partir de là. Mais quand j'ai commencé à zéro, je m'étais... C'est une formule que j'avais inventée, finalement, parce que je ne savais pas comment est-ce que ça valait. Un tableau 15-11, parce qu'il y a peut-être des artistes qui nous écoutent, là, je vendais ça 100$. Hey boy, c'est pas cher, ça. C'est pas cher. Aujourd'hui, il vaut 1500. Là. À peu près. Mais après ça, étant donné que je faisais les encadrements, là, l'encadrement me coûtait 100$. Alors, je mettais 200$ pour le tableau. Wow. Puis c'est le même, à fil des années, que là, je l'augmentais de 10% par année. Alors, l'année d'ensuite, il était à 220, 250. C'est le même que ça, au bout de 40 ans, qui est rendu à 1300, 1500$. Mais ça, oui, au début, faut que tu te prouves, il faut que tu remportes des choses. Puis à partir de ce moment-là, ben là, ton tableau prend de la valeur. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui vient acheter un tableau, ben il y a un certificat d'authenticité à l'endos. Il y a une preuve, il est estampillé, il est signé. Puis même, j'ai des lettres maintenant que je mets au bout de mon tableau, là, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent des lettres d'associations comme SCA, Société canadienne des aquarellistes. Il y en a qui font partie de ça. Moi, je fais partie maintenant à aucune association, aucune organisation, mais j'ai quand même mon fameux DHC que je mets, que je suis très fier de mon doctorat honoris causa que j'ai eu à l'Université du Québec en 2012. On m'a donné la permission et même on a insisté à le mettre au bout de ma signature, de mettre DHC pour faire une marque au lieu de mettre SCA, si tu veux. Mais c'est une marque qui était vraiment personnelle. Je suis très fier à chaque fois que je signe un tableau. C'est clair. Je me dis, bon, ben regarde, je l'ai fait, puis je le fais encore, donc je suis toujours content. Quand on reçoit ces prix-là, ces choses-là, j'imagine qu'au début, on doit être surpris quand même. C'est sûr. C'est comme, pourquoi moi? Est-ce qu'on se pose la question? Bien, surtout moi qu'à l'école, j'étais bon, mais c'est que j'avais manqué par maladie 2-3 années. Donc, j'ai doublé, moi, là, de 0 à 7 ans, de 0 à 7e année, si tu veux. Là, j'ai doublé, moi, 2 ans. Donc, j'étais rendu assez âgé, assez vieux. J'étais toujours le plus grand tannant, dans le fond. J'écoutais pas. J'étais très, très bon au primaire, secondaire, mais quand c'est arrivé après ça, là, j'étais plus bon. J'écoutais pas, moi. Moi, j'étais dans le fond de la classe, puis je dessinais. Ça a toujours été ça à partir de la 7e année. Donc, c'est sûr qu'il fallait que j'apprenne autodidactement parce que j'ai pas eu de formation. Mais à l'école, lorsque j'ai eu mon doctorat, c'était assez surprenant, là. Parce que moi, à l'école, j'ai un diplôme collégial,
Mais c'était même pas ma formation que je voulais en art. Et je reçois un doctorat pour mon art. C'était comme... Quand j'ai donné mon allocution devant... Je pense qu'il y avait 1200 personnes, allocution à l'université, parce qu'il y avait tous les gradués là, lors de la graduation. J'ai donné mon discours en disant, ben merci beaucoup, mais moi, ça m'étonne moi-même, là, parce que à l'école, je voulais pas aller à l'école, moi. Moi, je voulais dessiner. Moi, je voulais être peintre, moi. Un artiste, c'est ça. Puis c'est drôle quand même parce que tu as eu des emplois qui étaient très de cerveau. Là. C'est de la gestion. C'est difficile pour quelqu'un qui est un peu... qui divague assez facilement. Ben, comme je dis tantôt, j'ai deux côtés du cerveau. J'ai mon côté très logique, très organisationnel, puis j'ai mon côté très créatif. Dans tous les emplois que j'ai eus, moi... Même, il y a un emploi à Ottawa que je m'avais fait cérémonie de roulement parce que j'avais fait une discothèque, j'avais fait une danse un soir pour les jeunes. Puis j'avais fait une affiche. Puis sur l'affiche, j'avais dessiné moi-même l'affiche. Puis je l'avais fait imprimer en 2000 copies. J'avais mis ça partout dans Basseville. Mais mon affiche, j'avais fait des insectes, j'avais fait des mouches pour attirer l'attention des jeunes, mais la direction n'a vraiment pas aimé ça, m'a fait retirer tout ça. Alors, la créativité, c'est ça. Même comme à l'aéroport de Gatineau, on avait un rapport annuel à faire. Mais mon rapport annuel, moi, je ne voulais pas faire une feuille de bitume bronze. J'avais fait une feuille de la moitié de ça, qui était 4 par 12. J'avais fait 150 pages de 4 par 12. C'est ça mon rapport. Je voulais toujours créer quelque chose de différent pour capter l'attention. Donc, c'est ça qui arrive aussi où je suis présentement à Saint-André-Avelin. C'est que j'ai une terre, mais c'est que si j'invite les gens chez nous, il faut que ce soit accrocheur. Donc, tu as tous les jardins à faire. Il y a des abris à faire. Il y a des rotondes à construire. Moi, j'ai 2 pavillons de 20 pieds par 40 pieds pour mettre mes œuvres, pour mettre mes reproductions giclées, pour mettre mes cartes de souhait. On fait 1000 cartes nouvelles par année, là. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent pas juste voir 100 tableaux. Ils viennent voir 1000 cartes qu'on a imprimées. Parce que j'ai 5000 tableaux, là, donc je peux réprimer comme je veux. C'est certains tableaux qui sont repris sur des cartes. Certains tableaux sur des cartes. Les reproductions giclées, on a fait peut-être 200 sur les 5000. Giclées? Oui, des giclées, c'est un procédé où c'est une imprimante à jet d'encre, là. OK. Puis c'est du papier sans acide avec des encres permanentes. Et c'est signé, numéroté et titré. Donc, chaque œuvre, il te faut un certificat d'authenticité. C'est vraiment une œuvre unique. Donc, on a édité à date à peu près 200 reproductions giclées sur mes 5000 tableaux. Puis chaque reproduction giclée qu'on imprime, on en fait 99 copies seulement. Parce que la clientèle ici en Outaouais est quand même pas que celle de New York, là, où Bateman va sortir 225 000 copies d'un tableau. Moi, je vais sortir 99 copies. Puis à date, il y en a 4-5 qui ont déjà épuisé ça, ce montant-là. Mais à chaque fois... Comme par exemple, cette année, j'ai fait 80 tableaux. Il y en a 2 qu'on va sortir en reproduction giclée. Je vais signer numéroté. Et on fait un genre, le lac à l'épaule avec ma conjointe et mes fils pour savoir c'est quel qui serait le plus accrocheur. Parce que c'est une question de marketing. Si tu prends quelque chose trop différent, la clientèle va dire, ben non, on va passer à côté, mais tu veux vivre de ton art. Moi, c'est toujours été ça. Je veux vivre de mon art. Je veux pas être pauvre. Comme personne. Non, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont goûté, là. Ils ont goûté, puis même après des années, là, ils se sont fait jouer. Moi, je voulais être mon propre patron, mon propre entrepreneur, puis je voulais gagner ma vie à partir de ma créativité. Je me suis associé à des bonnes personnes alentour de moi. Ça a toujours fonctionné. Puis, mais j'ai toujours voulu vivre de mon art. C'était mon objectif au départ, là. Donc, finalement, même si c'était pas ce que tu voulais faire au départ, tout ce que tu as fait avant, ça a servi. Absolument. Puis j'ai appris. C'est que souvent, des artistes vont me dire, j'en reçois beaucoup durant l'été, qui viennent me voir comment est-ce que tu t'y prends, comment tu fais ça. Bon, bien, premièrement, il faut savoir se présenter. Ça, c'est très important aux gens. Ah, bien, je suis pas capable de faire ça, je suis gêné. Oui, mais écoute, tout s'apprend. Il faut peut-être être capable de manipuler des encadrements au début si tu veux gagner ta vie. Il faut que tu prennes tes photos de tes œuvres. Tu peux bien pouvoir passer par un photographe si tu veux, mais ça va te coûter 250$ sur la photo. Ouais. Moi, c'est des photos professionnelles. Je vais acheter une caméra professionnelle et je prends mes photos. Donc, c'est toutes des dépenses que tu peux éviter en apprenant. Puis l'informatique, pareil. Là, moi, j'étais pas un dinosaure, mais j'étais un baby boomer. Moi, là, j'ai appris sur le tas l'informatique.
lorsque je fais une exposition champêtre, j'envoie des courriels, j'envoie des Facebook, j'envoie des choses comme ça. On imprime nos cartons d'invitation toutes les années. On conçoit notre carton d'invitation pour envoyer ça aussi, certains par la poste. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'il faut apprendre. De dire que je me consacre entièrement à mon art parce que je suis un artiste qui ne fait pas d'autre chose, moi, j'ai jamais cru ça. Si tu te laisses ça entre les mains d'un autre, c'est toujours un peu risqué. Moi, j'ai connu des artistes qui ont passé au travers beaucoup de choses, qui se sont fait voler littéralement. Ça ne veut pas dire que les agents, c'est tous des voleurs, mais ça veut dire que si tu ne prends pas ta chose en main, tu risques des choses. Parce que premièrement, il faut que tu donnes une commission. Ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait donner des commissions à des agents. J'ai tenté ça. Ça ne m'intéressait plus au bout de 2 ans. J'ai déjà donné des 60 % à des commissions à des galeries d'art. 60 % l'artiste a 40 % Mais si l'artiste a 40 % là, puis qu'il ne prend pas ses photos, qu'il ne fait pas ses encadrements, puis qu'il ne le vend pas lui-même, il ne reste plus. Il n'y a plus d'argent. Donc, il faut qu'il aille travailler. Donc, en ayant travaillé, il n'y a plus de temps de peindre. S'il peint les soirs à la fatigue, puis il est fatigué, tout ça, ben, il ne peut pas bâtir un inventaire de tableaux pour la clientèle. Ça se suit tout, ça. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir une famille qui me supportait et d'avoir la santé, les nerfs de le faire, puis d'avoir appris tout ça pour dire, là, je me lance. En 84, quand on a dit qu'on se lançait, là... Il y a des gens qui ont dû avoir des sourcils élevés. Ben, mon père a dit, fais pas ça, là. C'était le premier, il avait peur. Mais aujourd'hui, je comprends, parce qu'il avait peur à ma sécurité. Il avait peur que je me coupe une oreille. Il avait peur que comme Van Gogh a fait, parce que c'était ça les images qu'il avait. Il était dans la rue, les artistes. Donc, j'ai compris ça aujourd'hui, mais il ne voulait pas. Puis ma mère, elle dessinait toujours un peu, elle jouait de la musique. Elle m'encourageait, quand elle a vu que ma carrière a parti, a décollé. Là, on a commencé à comprendre, mais c'est vrai, là, ça fonctionne. Mais ils ont toujours eu un doute. C'est normal, c'est des parents. Je me souviens quand j'ai annoncé à mes parents que je m'en allais en communication, la première réponse que mon père m'a donnée, c'est « Quand est-ce que tu vas faire de l'argent avec ça? » C'est probablement la même chose aussi. Surtout de l'art. Surtout de l'art, ben oui, parce que c'était pas reconnu. Même en Outaouais, les galeries d'art en 80, en 70, là, c'était très, très... pas beaucoup. Non, même la galerie Montcalm municipale, il n'y en avait même pas. Je veux dire, non, alors, il fallait bâtir quelque chose, il fallait inventer. Puis pour ça, ben, la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est qu'on prend un commerce qui était déjà établi, un commerce d'artisanat, qui avait déjà une clientèle, puis qu'on a converti ça en 2 semaines. Moi, j'avais tout changé ça, j'avais mes tableaux, puis c'est comme ça que j'ai été chercher ma clientèle. Ben, puis cette clientèle-là, tu as été fidèle? Elle me suit tout le temps, oui. Est-ce que c'est surprenant aussi de voir que ces gens-là reviennent, on disait 42 tantôt, un collectionneur? Il faut que la personne aime autant l'œuvre que l'artiste, j'imagine, rendu à ce point-là. Ben c'est ça, mais tu peux pas dissocier les deux, là. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive. La passion, quand je parle de l'aquarelle, le cheminement que j'ai fait, l'apprentissage que j'ai fait, les gens le voient. Ils voient ça en moi quand je commence à parler du tableau. Les gens qui se placent devant un tableau puis qui restent un peu longtemps, je vais aller les voir, puis je vais leur parler du tableau. Puis je vais dire comment je l'ai fait, comment j'ai procédé, qu'est-ce qui me parle, pourquoi je l'ai fait. Automatiquement, tu rentres en contact avec les gens, puis là, c'est pour ça qu'ils partent avec le tableau aussi. Cette communication est bien importante. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on communique, là. C'est pas juste, tu fais un tableau, tu le mets sur le mur, puis tu t'en vas, puis tu laisses les autres le vendre. Non, il faut que tu procèdes, là, Parce que le premier tableau, bon, ça peut être, je sais pas moi, instinctif, ou la personne, mais quand elle revient, elle achète constamment. J'ai une centaine de clients qui ont 10 tableaux et plus. Oh, quand même. Au moins une centaine, oui. Puis ceux qui ont plus d'argent ou qui ont plus de place ou qui sont assez âgés reviennent quand même me voir. Pour savoir, mon tableau, il vaut quoi maintenant? Ou ben non, tu fais quoi maintenant après ton 5000 tableaux? Moi, je n'ai acheté un là, en 1987, là. Peux-tu me le signer, me le dédicacer en arrière, parce que je vois que ta carrière tu as beaucoup de choses en avant, là, des prix, tout ça. Fait qu'on veut recommuniquer, on veut savoir. J'ai peut-être un téléphone par semaine qui me demande comment est-ce qu'il vaut mon tableau. Parce que c'est un jeune qui doit irriter parce que ses parents sont décédés, choses comme ça. Comment il vaut le tableau aujourd'hui?
Bien, je peux même te dire, avec tous les inventaires, les cartables que j'ai tout ça en fichier, moi, maintenant informatique, mais j'ai tout ça en papier. Le tableau que j'ai vendu en 87, là, j'ai le nom du client, j'ai le prix qui était vendu, j'ai son numéro, parce que chaque tableau est numéroté. Et je suis capable, quelqu'un qui me dit comment est-ce qu'il vaut, là, me te le dire dans 10 minutes. Là, parce que j'ai tous mes cartables, j'ouvre ça, me dit le tableau, tu l'as acheté en telle année, il valait 250$. Aujourd'hui, il vaut 1500$. Puis là, la deuxième question qu'il me demande, où je peux vendre ça? Ça doit être ça. Là, ben, mon problème, c'est ça. Là. Ben là, les galeries d'art n'achètent pas, les musées n'achètent pas. Moi, j'achète pas parce que je suis encore très productif. Ben, va sur Kijiji, mais tu vas avoir un cinquième du prix que ça vaut. Ouais. C'est ça le problème là, aujourd'hui, parce que taille aussi longtemps que je vais produire, la demande... moi, je produis. Ça fait que l'offre est là, mais la demande est là aussi. Donc, je vais être là pour le faire. Mais c'est quelqu'un qui a un tableau qui veut vendre de 87. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Tu es encore en bonne forme. Ça va bien, oui. Ça va. Paraît jeune, là, j'ai 40 ans de carrière. Je commence à additionner dans ma tête. Ben, j'ai eu 72 ans. Là. 72 ans? Oui. Moi, je m'aurais dit que j'ai eu 62 ans, je t'aurais cru. Ben c'est ça. Puis les matins, c'est sûr que c'est plus difficile. Il y a des bouts que c'est plus difficile. Mais j'ai toujours l'énergie. Quand je rentre dans mon studio à 8 heures le matin, je suis encore prêt à le faire. Puis je suis intéressé à le faire. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es le genre de peintre qui va dire justement, je fais un 8 heures à 4 heures comme une job finalement, là, le prendre un peu comme un emploi pratiquement au punch? Ouais. Bien, c'est que j'aime bien être inspiré quand je rentre dans mon studio, c'est sûr, mais je suis toujours inspiré. Puis quand je ne le suis pas, je feuillette des magazines, je prends mon carnet de croquis, je commence à dessiner un peu, je prends mes photographies que j'ai prises peut-être là 2-3 semaines, puis ça part. Là. C'est ça. Ça ne me tente pas toujours de rentrer dans mon studio, mais je sais qu'avec la discipline, la créativité, ça vient, là, ça vient. Moi, j'ai jamais dit, aujourd'hui, ça ne me tente pas de peindre, je ne peins pas. Ça n'a jamais arrivé. Je rentre dans mon studio, mal savoir si je suis connecté ou non, ou si ça me le dit. Automatiquement, j'ai toujours quelque chose à dire. Puis ça, c'est intéressant. La journée que j'aurais plus quelque chose à dire, je vais lâcher. Là. Oui. Puis aussi, on voit tout le background de travail qu'il y a à faire avant. Là, tu me dis, tu prends des photographies, tu te promènes. Fait qu'il faut que tu te promènes, ça, c'est du temps consacré qui rapporte pas. Ça se calcule pas. Ça se calcule pas. Ça se calcule pas. Mais le tableau, lorsque je dis à quelqu'un, je vais faire un tableau, ça me prend 3 heures à le faire. Ils n'en reviennent pas, mais c'est parce qu'il y a tout cet apprentissage-là, c'est des semaines, puis même un tableau, c'est pas 3 heures, c'est 72 ans que je m'appelais à le faire. Exactement. Parce que moi, depuis que je suis jeune, que je fais des croquis, puis que je vois des choses que je veux reproduire, alors c'est en arrière du tableau, en arrière du 250$ du tableau, il y a tout aussi cette expérience-là, c'est 72 ans plus 3 heures que ça vaut, là, ce tableau-là. Alors, je crois que ça vaut le prix. Là, c'est bizarre parce que Diane Fontaine, qui est aussi artiste à Buckingham, me disait exactement la même chose. Quand les gens lui demandent comment ça t'a pris de temps à faire ce tableau-là, elle dit 35 ans et 3 heures ou 40 ans et 3 heures. Donc, c'est vraiment... c'est ça, l'artiste va se développer. Puis évidemment, l'art évolue. Le premier tableau en 87 versus un tableau de 2021... doit avoir quand même des différences. Au niveau technique, surtout. La différence au niveau de l'âme, là, au niveau des sujets, au niveau de ma vision, là, ça ne change pas. C'est drôle que ça ne change pas. Même lorsque je peins aujourd'hui, je me réfère aux émotions que j'avais quand j'avais 6-7 ans. Parce que, comme je disais tantôt, je viens de la rue McPike. J'avais 3-4 ans sur la rue McPike à Buckingham, dans le Landing, là. Puis ma soeur a dit, tu te souviens pas de ça? Mais oui, je me souviens très, très bien. Mon grand-père restait au bout de la rue, là. Isidore Guindon restait au bout de la rue McPike, là. C'est les impressions. Je vois la rivière encore. Il y avait de la pitoune là-dessus. Là. J'avais 3 ans. Là. Alors, c'est ça que tu vas chercher. Puis c'est ces émotions-là que je vais chercher lorsque je dis, ça me tente de faire ça. OK, je vais retourner à des choses que j'ai vues. Ça peut avoir vu quelque chose là, juste 1 an, là. Même la semaine passée, même aujourd'hui. Puis là, je commence à dessiner et c'est les émotions qui montent. Puis évidemment, je possède la technique sur le bout de mes doigts. C'est comme un pianiste, là. Tu peux improviser la minute que tu connais ta technique par cœur.
Tu peux pas danser si tu connais pas ta technique, tu peux pas improviser sans... Tu sais, bon, moi, c'est ça, là. Quand je commence mon tableau, là, ma technique est maximum, là. J'ai même pas fait un croquis avant... J'ai fait un croquis, mais j'ai pas fait une pochade avant, parce que l'habitude de faire ça, d'habitude, tu pratiques ta couleur, pas moi. Moi, c'est directement. Je choisis mes couleurs, je les mets dans mon carnet de croquis, mes couleurs sont prêtes, ma feuille est prête, mon carnet de croquis est là, j'ai mes 2-3 références en photographie, mais j'ai surtout l'image dans ma tête, et ça me prend 2-3 heures à le faire. Après ça, je suis tanné. Je le vois, je le vois plus au bout de 2-3 heures. Je me retire, je le regarde l'après-midi, je fais 2-3 petites corrections, j'invite ma conjointe, je me dis « Qu'est-ce que tu en penses? Oui ou non? » C'est d'habitude, c'est oui, je suis content. Fait que je procède, le lendemain, je recommence. Je recommence parce que ça, c'est infini. L'inspiration est infinie. L'émotion est infinie. La vision que j'ai, parce que c'est ça, c'est des arts visuels qu'on parle, là, ça finit plus. Ça donne aussi que je suis un auditif. Je joue de la musique. J'ai toujours joué de la musique. Puis, tous les jours, je joue du piano, ça aussi, ça m'aiguise mes émotions. Ça me fait même des fois donner des frissons quand je joue telle note ou tel accord. Puis quand je rentre dans mon studio, je suis déjà aiguisé, là, je suis déjà prêt. Là. Je me promène aussi souvent à 5 heures du matin l'été à l'extérieur quand le lever du soleil. Tu sais, il y en a qui vont faire d'autres choses pour s'inspirer, mais moi, c'est le visuel, c'est le paysage. Alors, il faut que j'y aille voir ça. Parce qu'à un moment donné, on doit se dire, bon, est-ce que je deviens un robot? Surtout quand, bon, à une certaine époque, là, 250 tableaux par jour. Si on dit, bon, ça prend, par exemple donné, 4 à 5 heures par jour, c'est quand même beaucoup, là, en plus de toute la recherche, les croquis, évidemment. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, je lâche parce que je vais devenir un robot? Bien, c'est ça que j'ai fait. C'est que je me sentais que je fallait que je produise. Parce que lorsque tu as une commande de 100 tableaux à produire dans 3 mois, je me sentis une machine. Puis il faut savoir quand décrocher, hein, parce qu'il y a bien des artistes qui n'ont pas décroché, puis qui ont fait soit une dépression, ou maintenant qui ont leur carrière, ils ont mis ça sur le hold. Il faut savoir quand décrocher. Et parce que j'ai une excellente connivence avec ma conjointe, mes enfants, ma famille, j'ai pu savoir où j'étais rendu. Parce que des fois, ma conjointe disait « Oh, là, tu es rendu trop loin. Là, il faut que tu te reposes parce qu'il y a trop de choses qui arrivent. » Parce que non seulement il faut que tu peignes, mais on avait à répondre à tous les demandes des gens. À l'année longue, là, parce que les gens venaient cogner à la porte, et encore aujourd'hui, ils viennent cogner à la porte. Peux-tu faire ça? Peux-tu te voir? Peux-tu faire l'exposition? Parce que moi, j'ai une galerie d'art quand même à l'année chez moi. Donc j'ai une maison à Nantes, à ma maison. Puis c'est de répondre à tout ça en même temps, puis de préserver sa créativité. Ça, c'était très difficile, mais je l'ai fait. Comme je disais tantôt, c'est que j'ai éliminé les galeries d'art qui me demandaient toujours les tableaux. J'ai éliminé les expositions à Bruxelles, même à New York, je ne voulais pas, là, je ne voulais plus. Là. J'ai éliminé mes galeries d'art personnelles pour m'en construire une dans ma maison, sur une terre, avec des expositions champêtres qui durent 9 jours par semaine, 9 jours par année. Alors, c'est en rétrécissant comme ça que tu arrives à avoir ton fil conducteur qu'il ne faut pas que tu perdes. Parce que si tu perds ça, soit que tu perds la santé ou tu perds la mentale, là, tu deviens un robot, justement. En préservant ça, j'ai réussi à passer au travers beaucoup de choses parce que c'était pas toutes des belles choses qui est arrivé. Quand ma maison s'est écroulée, là, c'est quelque chose, ça, quand même. On a perdu tout. Là, la maison s'est écroulée? Oui, ben nous autres, c'est une histoire que les gens ont vue dans les journaux. C'est qu'on a fait soulever notre maison pour faire un solage parce qu'on avait une vieille maison patrimoniale, nous. On était bien là. On a dit, on veut revitaliser notre maison parce que la clientèle aime ça. Donc, on voulait avoir un solage pour pouvoir travailler mes encadrements, tout ça. On l'a fait soulever parce que c'était une maison sur terre. Imaginez juste on appelle ça un vide sanitaire. Oui, un 3 pieds sanitaire. Fait qu'on l'a, pas nous, mais mon contracteur l'a soulevé avec une gang, puis ils l'ont échappé. Puis j'ai tout perdu, mes tableaux, toute ma maison penchée sur 30 degrés. On était chercher ça, nous autres, ma conjointe et moi, parce que les assurances, il ne fallait pas toucher à rien. On n'a ça pas de bon sens, on va aller chercher. On est rentré là-dedans, on a tout sorti, on s'est reconstruit. Mais on n'avait pas d'assurance, parce que les assurances ne couvraient pas les lavages. Ben non. Puis il a fallu s'informer de ça, on ne savait pas ça. Donc, on a recommencé à zéro.
En 2000, quand les tours de New York ont tombé, moi, ma maison a tombé en septembre 2011. Puis, 2011, 2001? 2001. 2001, c'est ça. C'est ça. Puis là, ben, on s'est repris en main, on aura tout reconstruit ça. Puis là, les gens, c'est assez surprenant ce qui s'est passé comme phénomène, parce que les gens sont venus nous encourager drôlement. Là. J'avais le double de clientèle, j'ai vendu le double. Puis pour produire cette année-là, parce que j'avais pas de maison nulle part, on s'est loué une maison à Saint-André-Avelin. Puis c'est là que j'ai peint mes 100 tableaux, heureusement, que je me suis pas effondré ou pas aidé à construire une maison, j'avais pas le temps. J'ai fait mes 100 tableaux dans une maison privée qu'on avait louée pour pouvoir présenter ça à ma clientèle. Et les gens qui sont venus, là, c'était incroyable. Là, c'était quand même... C'est ça, on dirait qu'il faut toujours que tu tombes pour te relever plus fort. C'est arrivé 5-6 fois des choses comme ça dans ma carrière. Puis je suis fier d'avoir passé au travers de tout ça. Ben, en tout cas, on te souhaite que ça continue. Merci. Que tu puisses te lever et aller dans ton studio à tous les matins comme Oui. que tu veux. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, Jean-Yves Guintot. Merci beaucoup, Sylvain. À plaisir.